Salut les amis, trop contente de vous retrouver, ça fait beaucoup trop longtemps, surtout sur YouTube parce que j'ai pas posté sur YouTube depuis plus d'un an il me semble et il s'en est passé un paquet des choses en un an et quelques, donc là ça va pas être le sujet de cette vidéo, on va dire de rattraper un peu le temps et d'expliquer un peu tout ce qui s'est passé, peut-être une prochaine si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire justement en commentaire. Le sujet de cette vidéo c'est que je veux vous parler maintenant de mon recul sur pratiquement 10 ans on va dire de nomadisme. Donc on va dire que ça a été du nomadisme mélangé, donc je savais pas comment vraiment l'appeler, mais au final si on regarde ça fait vraiment en effet depuis que j'ai 19 ans que je me suis expatriée pour la première fois, que du coup je n'ai pas arrêté depuis de bouger de pays, de ville sans cesse. Donc on va dire que moi je considère que c'est depuis ce moment-là que je suis devenue nomade, mais on va dire nomade digital en faisant un métier que j'aime, qui fonctionne, avec lequel je peux vivre. Au final ça fait justement que depuis Bali, donc ça fait 2 ans et quelques. Donc voilà, j'ai envie de vous parler quand même de tout ça et de surtout ce que, après, avec le recul, sur 10 ans de nomadisme, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. J'ai beaucoup de notes, donc je pense que cette vidéo va un petit peu durer, mais honnêtement, enfin moi je sais qu'avant de me lancer, j'aurais adoré savoir tout ça, et j'avais déjà trouvé quelques vidéos qui me permettaient d'avoir un recul, on va dire, sur des années à vivre un peu aux quatre coins de la planète, mais je trouve ça toujours super intéressant quand c'est un mode de vie qui peut-être te tente, donc voilà, je vais te partager vraiment tout ce qui m'est venu à l'esprit, et puis après ce qui serait cool, c'est que je pense que je vais faire une vidéo plutôt foire aux questions, donc toutes les choses que j'aurais pas abordé ou là où tu te poses encore des questions sur des choses sur lesquelles dont je vais parler aujourd'hui, n'hésite pas à me le dire en commentaire et du coup je referai une vidéo pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues en commentaire. Voilà, du coup c'est parti, je vais vous faire ce que j'adore comme vidéo, les vidéos on va dire positifs, négatifs, tout ce que j'ai appris sur 10 ans de nomadisme. Juste très rapidement, je voulais revenir justement sur mes différents types de nomadisme pour vous montrer que justement j'en ai connu un paquet et que du coup j'ai, on va dire, une perspective qui est assez large, même si évidemment tout ce que je vais dire, comme sur YouTube en général, ce n'est que mon opinion et voilà mon expérience, et je vous ai toujours encouragé, je vais toujours vous encourager à faire vos propres expériences et à aller voir vraiment ce qui vous correspond, à tester les choses et tout ça. Mais moi, comme je disais, je suis partie pour la première fois à m'expatrier quand j'avais 19 ans et c'était pour mes études. J'étais en école de commerce, donc je suis partie 2 ans aux États-Unis où j'ai fait 1 an et demi en Caroline du Nord et 4 mois de stage à New York. Après ça, je suis partie faire mon master à Singapour, donc toujours pour mes études. Là, j'ai énormément voyagé à côté en Asie, plutôt en mode backpack, pour la première fois et tout ça, tous mes voyages. Mon premier voyage solo aussi a été à ce moment-là, qui était d'ailleurs en Indonésie aussi, à Bali, Lombok et tout ça. Après ça, je suis rentrée en France, il fallait que j'écrive mon mémoire, j'ai commencé à me lancer sur YouTube, voilà, donc là j'étais vraiment en France pendant pratiquement 1 an. Et là j'ai décidé de repartir, même si je ne savais pas encore exactement de quoi je voulais vivre, j'ai décidé de repartir, je suis repartie à Berlin. Je suis revenue après travailler à Paris, en Suisse, et une fois que je me suis dit cette fois pour de bon, je veux vraiment me lancer, je suis repartie de nouveau à Barcelone. Après Barcelone, qu'est-ce que j'ai fait ? Après Barcelone, je suis partie à Bali justement. C'est là où j'ai décidé de faire le grand saut, de partir pour le coup vraiment loin. Et après Bali, maintenant je suis aussi beaucoup justement avec mon chéri en Californie. Donc je repars de nouveau beaucoup aux États-Unis, plutôt vers entre Los Angeles et San Diego. Et je crois que j'ai rien oublié, il me semble. Peut-être que j'en ai oublié, mais en tout cas ça c'est le sujet de d'autres vidéos qu'il y a déjà sur ma chaîne où je vous fais tout mon parcours scolaire, vous pouvez même voir en fait à quel moment je suis partie où, parce que au final maintenant j'ai des années d'archives, ce qui est plutôt cool sur toutes ces années là. J'ai juste oublié de vous dire, c'était du coup tout le passage où j'étais plutôt Berlin et Barcelone, j'étais plutôt en train de tester plein de choses différentes, par exemple je vendais des sites internet, je m'étais lancée un peu plus dans le graphisme et tout ça, donc là c'était mes périodes où vraiment j'essayais plein de choses, où je me lançais sur YouTube, j'essayais de vivre de YouTube en faisant peut-être des partenariats, ce genre de choses et tout ça, donc c'était vraiment ma période d'essai. Paris, Suisse, c'était vraiment j'ai trouvé des jobs dans la communication mais je continuais YouTube à côté, et par contre Bali, c'est là où j'ai découvert la photo et où j'ai découvert vraiment ma passion pour faire des photoshoots et pour devenir photographe, et c'est à partir de là où je suis devenue photographe nomade et je fais ça depuis, je ne me suis pas arrêtée, et là vraiment je sens que je suis sur mon chemin et que j'ai trouvé ce qui me correspond en tout cas pour le moment à 1000%.
Donc voilà, vous avez un petit peu de contexte. Maintenant, je vais vous parler justement sur ces 10 années-là, qu'est-ce que j'ai retenu, on va dire, de principal sur ce qui est positif dans le nomadisme digital et ce qui est négatif. C'est à peu près équilibré, j'ai essayé de trouver, on va dire, 7 points, 7 points. Donc c'est parti, je vais commencer d'abord par le positif, comme j'aime bien, et je finirai par toutes les choses qui sont un peu plus challengeantes. Donc mon tout premier point positif, et ça, on va dire que ça s'applique à la fois au nomadisme digital, mais aussi, on va dire, à toute expatriation et aussi à, on va dire, n'importe quel voyage qui va être un peu de sortie de zone de confort, un peu backpacking, ou alors même voyager seul, ou ce genre de choses, on va dire. Pas le type de voyage Club Med où t'es genre 2 semaines dans un club et tu ne vois rien du pays. Mais pour tous les autres types de voyages, on va dire, qui nous font nous sortir un peu de notre zone de confort, pour moi, le voyage reste la plus belle école de vie. On va dire que même si justement j'ai été beaucoup dans les bouquins, j'ai été beaucoup dans les réflexions, les workshops, les trucs comme ça, il n'y a rien pour moi qui m'a plus appris que le fait de voyager seule, de m'expatrier, voilà, de partir seule dans un nouveau pays. Voilà, c'était vraiment pour moi à la fois pour gagner confiance en soi, pour s'ouvrir l'esprit, pour devenir plus tolérant, pour comprendre en fait d'autres fonctionnements, d'autres cultures, pour accepter les différences, pour se rendre compte aussi de la situation sur la planète, pour vraiment, mais tellement de choses. Pour moi, c'est ce qui m'a le plus formée dans ma vie, en plus pour les langues aussi, parce que grâce au fait que par exemple je suis partie aux États-Unis et que du coup j'ai appris l'anglais et que du coup maintenant j'ai l'anglais en très courant, ça m'a permis d'accéder à beaucoup de contenu, ça m'a permis en fait d'étendre mes possibilités de vie et d'opportunités, de travail, de tout. Et du coup en fait une chose on a engrangé une autre. Engrangé? Est-ce que ça se dit? On a enclenché une autre, enfin voilà. Vous remarquerez que toujours, on va dire, je galère toujours un petit peu à parler. Mais voilà, vous avez compris, en gros, pour moi, la base, c'est vraiment le voyage. Et le voyage étant tellement les opportunités, les possibilités, que vraiment, je peux que le recommander, que ce soit à n'importe quel âge, que ce soit pour se challenger aussi, pour sortir de sa zone de confort, pour apprendre à se voir et à se connaître autrement. Enfin voilà, c'est juste hyper important. Et du coup, forcément, quand on est nomade digital, on peut faire que ça tout le temps et partir là où on veut. Et du coup, vivre ça constamment, ces sorties de zone de confort et encore apprendre à se connaître avec une nouvelle culture et dans un nouvel environnement. Et du coup, chaque culture va nous apporter vraiment quelque chose de différent. Et ça, c'est quand même incroyable d'avoir cette chance de pouvoir évoluer dans des environnements aussi différents. En fait, ça a été mon gros kiff. C'est pour ça que c'est dur pour moi de dire genre un seul pays dans lequel j'ai adoré, on va dire, vivre. C'est parce que chaque pays t'apporte un truc hyper différent. Et par exemple, quand je suis partie plus, je sais pas, aux États-Unis, j'étais plus dans une énergie extravertie, où j'avais envie de faire la fête à fond, où j'avais envie de vivre tous les trucs que j'avais vus dans mes séries et machin. Et du coup, j'étais vraiment à fond dans ça et c'était parfait pour ça. Quand je suis partie en Asie, je rentrais dans une phase où j'étais beaucoup plus introspective, où j'avais beaucoup plus besoin de me centrer sur moi, trouver en fait, justement, c'était la première fois aussi que voilà, je me découvrais toute seule et que j'étais aussi dans un contexte complètement différent et qui du coup m'a apporté aussi justement ce qu'il y avait sur place, ce côté zen, ce côté découverte de la méditation, du yoga, voilà, c'était beaucoup plus le contexte pour ça. Et maintenant je me sens de nouveau dans une énergie où j'ai besoin d'aller vers l'extérieur, de connecter avec les personnes, donc de nouveau on va dire l'Amérique ou même le Mexique a été génial pour ça. Donc vraiment c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut en fonction de ce qu'on a besoin, de son humeur, de ses projets pro, on peut vraiment adapter les cultures et les pays par rapport à ça et s'imprégner du coup de chaque culture et elle nous apportera vraiment, on est incroyable en tant qu'être humain de pouvoir s'adapter autant et croyez-moi quand on part quelque part, si vous faites l'effort et que vous êtes ouvert justement, vous allez vous adapter et du coup vous allez tellement retirer de chaque pays, c'est ça qui est ouf. La deuxième chose que j'adore plus que tout dans le mode de vie digital nomade, c'est justement ce sentiment de liberté. Ce sentiment, on peut pas, pour moi c'est la liberté ultime en fait. C'est que du coup on peut aller là où on veut, quand on veut, rester autant de temps qu'on veut, se laisser porter en fait par les expériences,
par la vie, par les rencontres, et il n'y a que nous qui décidons si finalement justement tu as envie de rester 3 semaines de plus quelque part parce que ça te plaît trop, ou finalement même 3 mois ou 3 ans, j'en sais rien. Tu peux vraiment avoir cette possibilité là, et ça ouvre encore une fois tellement plus d'opportunités que malheureusement un peu le système des 5 semaines de vacances par an. Et encore, croyez-moi, c'est pas mal parce qu'aux États-Unis ils ont 2 semaines. Je me dis mais comment t'es censé genre pouvoir vraiment kiffer ta vie avec genre 2 semaines de vacances dans l'année? Ça me semble genre vraiment absurde. Mais du coup là, d'avoir cette liberté totale de faire ce qu'on veut et d'aller où on veut, évidemment en gérant aussi le travail à côté, parce que c'est pas parce que t'es digital nomade que tu ne travailles plus, à part si justement tu montes ton business de cette manière là. Mais je pense que sur ça, quand même, au départ en tout cas, t'es obligé de cravacher un peu. Donc en fait, t'as toujours cette partie-là, mais tu t'organises comme tu veux. Et ça, pour moi, la liberté est une de mes valeurs, je pense, les plus importantes. Et du coup, c'est vraiment l'élément qui fait que pour moi ça balaie tous les aspects négatifs, en tout cas pendant ces années-là où j'avais vraiment ce besoin d'être hyper libre. Le troisième point qui est trop cool quand on est digital nomade, c'est justement toutes les rencontres qu'on fait, surtout si vous êtes seul, parce qu'en général seul, bah, ça va vous permettre d'être encore plus ouvert et du coup aussi plus approchable, on va dire. Les personnes vont plus facilement aller vers vous, mais je pense qu'honnêtement c'est pour tout le monde en général. C'est que du coup vous allez rencontrer des personnes que vous aurez jamais rencontrées autrement. Parce que l'avantage par exemple de partir dans des coins comme je suis allée au Mexique, à Tulum ou à Bali, ou même que ce soit à Lisbonne et tout ça, c'est que c'est des sortes de microcosmes où tous les entrepreneurs vont, beaucoup de digital nomades vont, et en fait ça on le sait, c'est bien pour ça aussi qu'on s'attire les uns les autres là-bas. Et du coup tu rencontres en fait des entrepreneurs du monde entier et tu peux les rencontrer beaucoup plus facilement parce qu'on n'est pas beaucoup, et que du coup on est tous loin de notre famille, on est tous loin de nos amis, et il y a un peu cet effet en fait camp de vacances, un peu cet effet colonie comme j'avais à l'époque, où bah, du coup vu qu'on n'a pas grand monde d'autres, on est beaucoup plus ouvert aussi à se rencontrer entre nous et à connecter. En tout cas moi c'était vraiment un de mes critères les plus importants quand je choisissais mes destinations, c'était d'aller dans des endroits où je savais que j'allais trouver des grosses communautés d'expats, de freelance, de digital nomades, ou au moins on va dire beaucoup de multiculturalité, parce que c'est vraiment dans l'environnement dans lequel je m'épanouis le plus. Et sur ça c'est trop cool parce que en vrai tu rencontres tellement de monde, surtout si tu fais un tout petit peu l'effort, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, si par exemple tu as des personnes que tu connais d'Instagram ou voilà d'autres réseaux et tout ça, tu peux aussi leur écrire en disant ah c'est trop cool, je passe dans le coin machin. Si vous êtes toutes les deux ou tous les deux dans un coin paumé du Costa Rica, il y a beaucoup plus de chances que justement vous allez vous rencontrer plutôt que on va dire quand on est dans nos vies classiques à l'autre bout de la France quoi. Donc ça c'est vraiment trop bien. Et évidemment aussi les rencontres avec les locaux, ça j'en reparlerai dans les points un peu négatifs, c'est un peu le côté où moi c'est ce qui m'a manqué dans certains pays, parce que aussi c'est un effort à faire, mais des fois avec la barrière de la langue, avec voilà, pas mal de choses, c'est plus dur de le faire. Mais par contre quand on fait l'effort on peut rencontrer vraiment des personnes incroyables, et ça j'ai plus tendance à le faire quand je suis vraiment en voyage plutôt qu'en expatriation, mais j'essaye vraiment d'aller le plus possible à la rencontre des autres parce que pour moi c'est ça qui fait la richesse des voyages en fait, c'est ça qui m'apporte le plus, c'est d'entendre des histoires, c'est de rencontrer des personnes dans leur lieu de vie et se rendre compte à quel point c'est différent, et je trouve ça tellement enrichissant. Le quatrième point qui rejoint un petit peu le deuxième on va dire, mais on va dire un peu plus précisément, l'avantage du nomadisme digital c'est vraiment ce côté où du coup vu que tu es complètement libre, tu peux te faire ton emploi du temps sur mesure, donc tu peux vraiment adapter ton emploi du temps à tes besoins. Si par exemple tu es quelqu'un comme moi qui a essayé pendant très longtemps de devenir quelqu'un de matinal mais qui au fond ne l'est absolument pas, et ben tu peux très bien décider de te lever plus tard tous les soirs et de travailler plus tard, plus tard tous les matins pardon, et de travailler plus tard les soirs, enfin voilà, vraiment de faire à ta sauce. Moi ce que j'aime aussi beaucoup faire par exemple, c'est des périodes où je vais être à fond pendant 2-3 mois, où je vais faire que shooter, que être voilà, vraiment à fond les ballons, et par contre pendant 1 mois ou 2 mois derrière être beaucoup plus tranquille, me lâcher la grappe, faire on va dire les tâches de fond mais être beaucoup moins intense. Et ça moi c'était une des libertés aussi que j'avais trop envie d'avoir, parce que je trouve ça tellement plus naturel en fait d'adapter à notre rythme. Alors c'est pas facile parce que
Bon, il y a aussi des moments où on est tous plus ou moins assez flemmards au fond, donc il faut aussi réussir à se mettre le coup de pied aux fesses et à trouver son rythme et tout ça sans se laisser complètement aller à rien faire. Mais je trouve qu'une fois qu'on est quand même assez... Enfin moi en tout cas, dès que j'ai eu ma vision assez claire de ce que je voulais faire, c'était pas le problème de me mettre au boulot, au contraire, en général j'ai tendance à trop travailler, mais en tout cas j'ai pu adapter justement au moins de faire ces périodes où je travaille beaucoup et avoir des périodes derrière où je me relaxe beaucoup plus. Donc ça c'est trop cool parce que vraiment tu peux faire genre sur mesure à tous les niveaux, que ce soit horaire, que ce soit période de l'année. Je connaissais pareil une photographe de mariage du coup qui faisait les mariages à fond tout l'été et qui après pendant littéralement 6 mois ne travaillait plus du tout. Et en fait ça du coup il y a la liberté de le faire en fonction de comment tu construis ton business et ton activité. En tout cas c'est possible parce que vraiment je l'ai vu plus d'une fois, donc c'est ça qui est trop cool. Avantage numéro 5, je crois, il me semble, à peu près. Du coup, c'est vraiment de pouvoir accéder à des activités, à des choses en fait que pareil, on n'aurait pas pu autrement parce qu'on n'a pas le temps. Par exemple, si tu pars en vacances 2 semaines en Indonésie, tu vas peut-être rester, tu vois, 2 jours quelque part, 3 jours quelque part, 4 jours quelque part, et tu vas pas avoir le temps de vraiment te poser et du coup de profiter par exemple de tous les ateliers qui sont hyper cool, d'avoir aussi une certaine routine. Par exemple, moi j'adorerais faire mes petits ecstatic dance les dimanches matins avec derrière il y avait un sound healing et tout ça, c'était ma petite tradition quand j'étais là-bas. Et ça peut être aussi plein d'autres choses en fonction des pays et tout ça. Moi je prends un peu les exemples que je connais. Par exemple à Berlin j'adorais les dimanches aller au flea market et du coup c'était les marchés justement qui étaient hyper cool. Il y avait plein de choses que j'adorais là-bas. Et en fait ça, ces activités là, certaines tu vas pouvoir les faire en tant que touriste quand tu viens juste pour peu de temps. Beaucoup tu vas pas prendre le temps de le faire parce que tu vas avoir envie de voir plein d'autres choses, et du coup quand tu es digital nomade et que tu vis vraiment à l'endroit, tu vas pouvoir t'offrir cet espace en fait de vivre vraiment justement le mode de vie sur place ou le mode de vie d'expatrié sur place, ça dépend un peu voilà, de ce que tu veux, et de faire des cours de yoga, de tout ce que tu veux en fait, de peinture, de je sais pas, de poterie, de trucs qui sont par exemple très spécifiques au lieu où t'es, et en même temps aussi de pouvoir vivre des expériences, des retraites, voilà, des ateliers comme je disais et tout ça pareil que tu n'aurais pas eu l'occasion de vivre autrement. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça permet aussi de s'ouvrir à plein de nouvelles choses, de pouvoir tester plein de nouvelles choses, et l'avantage c'est que c'est souvent des ateliers par exemple qui sont pour les internationaux, qui vont être souvent en anglais et tout ça, et que du coup peu importe où t'es, tu vas pouvoir comprendre et trouver des trucs hyper cool à faire. Le prochain point je dirais, alors c'est à la fois montrer à ses proches et aux personnes autour de nous, on va dire, que ce mode de vie là est possible, mais je crois que c'est surtout pour soi. Je pense que c'est surtout pour soi, c'est se prouver en fait que si par exemple tu deviens digital nomade et t'arrives vraiment à vivre de ton activité en ligne et tout ça, ça explose un peu la barrière des possibles. Et pour moi c'était un truc de ouf, par exemple de réaliser que je pouvais devenir photographe mais aussi nomade, parce que honnêtement je crois que j'ai vu très peu de photographes faire ça, ou en tout cas pas dans mon domaine, pas dans les portraits, pas dans les portraits pour les autres. Tu vas trouver pas mal de photographes, tu vois, à la fois par exemple qui créent du contenu pour eux, voyage, ou de photographes par exemple de modèles qui vont voyager beaucoup, mais des photographes qui proposent des portraits à des individus, que ce soit des entrepreneurs ou que ce soit justement n'importe qui, partout autour du monde. Pour l'instant j'en ai trouvé très peu, et la seule que j'ai trouvée, d'ailleurs je l'ai prise en coach, mais du coup c'était assez fou pour moi de réaliser que c'était vraiment possible, et de péter du coup une barrière des possibles comme ça, ça permet de péter beaucoup d'autres des barrières des possibles, et de me dire ça si c'est possible, peut-être que certains autres de mes rêves le sont aussi quoi, et du coup de se prouver ça fait tellement du bien. Vraiment j'ai trouvé ça que pour moi ça réglait énormément d'autres problèmes dans ma vie, entre guillemets, d'autres insécurités. Je pense que parce que pour moi c'était tellement important de me réaliser professionnellement et de réaliser ce rêve de pouvoir être libre géographiquement, que du coup derrière ça m'a épanouie plus, et ça m'a ouvert plein d'autres portes. Donc voilà, de se prouver que c'est possible et de prouver autour de soi que c'est possible, c'est aussi génial, parce que pareil, le fait que vous le faites et que vous y arrivez, ça va peut-être inspirer d'autres personnes autour de vous à le faire et à se lancer aussi, et ça c'est quand même vraiment cool. Et aussi pour le côté, j'en parlerai un peu dans les points négatifs, du fait que d'être loin des proches c'est évidemment difficile parfois, mais je trouve qu'en même temps
maintenant, quand je vois mes proches et que j'essaie de leur rendre visite régulièrement et de rentrer en France régulièrement, par contre, quand je les vois, c'est vraiment du temps de qualité. C'est-à-dire qu'on passe au moins une semaine ensemble, voire plus. Je suis déjà rentrée pour un mois chez mes parents et vraiment aller voir du coup tous les jours, à pouvoir vraiment discuter en profondeur et tout ça. Et ça, c'est vrai que quand du coup, on a la chance de vivre pas loin, mais d'un côté, du coup, tu te vois beaucoup. Mais c'est peut-être plus en superficie, parce que du coup, vu que tu te vois beaucoup, tu prends un peu ça pour acquis. Moi, j'ai vraiment ce côté où quand je les vois, je suis tellement heureuse de pouvoir justement leur parler de tout ce que j'ai vécu, qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter, que du coup c'est vraiment du temps de qualité. Et le dernier avantage, en tout cas pour cette vidéo, parce que sinon elle va être vraiment beaucoup trop longue, je sais déjà qu'elle va être plutôt longue, on va dire que ça va être tout ce qui va être avantage lié plus administratif, aux taxes et tout ça. Là, je vais pas rentrer dans les détails, mais le fait d'être nomade, évidemment, a aussi des avantages fiscaux parce que du coup, on n'a plus de résidence fiscale, donc pas forcément. Moi, personnellement, je paye mes impôts en France et j'ai une société française. J'ai décidé de le faire comme ça parce que j'avais envie d'apprendre et de faire les choses bien et j'avais pas envie de me prendre la tête en fait à faire des calculs et tout ça. Je sais que c'est pas forcément intelligent parce qu'en vrai, je vis pas en France et en vrai, j'y suis jamais, donc ça serait beaucoup plus intelligent pour moi de trouver peut-être d'autres solutions. C'est juste que pour l'instant, quand même, la majorité de mes clients et mes clientes sont français, même si beaucoup de mes shoots sont à l'étranger, c'est beaucoup encore des francophones. Du coup, c'était quand même encore plus simple pour moi, mais j'ai plein d'amis digital nomades qui ont leur société un peu de partout, que ce soit en Angleterre, que ce soit, je crois que c'est l'Estonie ou la Lituanie. Non, je crois que c'est l'Estonie aussi, pareil, qui a des avantages spéciaux pour les digital nomades et tout ça. Bref, il y a vraiment plein de possibilités de faire en sorte de payer moins de taxes et en plus de payer moins de choses en général parce qu'on bouge tout le temps. Ça a aussi ses inconvénients justement, mais ça a des avantages à ce niveau-là. Ok, bon voilà, là maintenant je vous ai vendu du rêve, c'était... Et en vrai, vous allez voir, il y a pas mal de points négatifs aussi. En vrai, moi, zéro regret, comme je disais, j'avais vraiment envie de vivre ce mode de vie. C'était un de mes rêves et depuis que je le vis et ces dernières années, j'ai aucun regret, surtout avec ce qui s'est passé là, avec la pandémie. On se dit que ça peut vraiment changer du jour au lendemain, donc j'ai vraiment aucun regret de l'avoir vécu. Si ça fait partie de votre cœur et de vous, de vouloir vivre ça, vraiment faites-le, au moins pour vous l'enlever de la tête en fait, parce que voilà, si vous avez peut-être testé ça pendant genre 2, 3, 4 mois, 6 mois et vous dire c'est pas pour vous, et c'est ok, mais en fait à partir du moment où vous l'aurez testé, au moins vous le saurez. Moi, dès que voilà, j'ai commencé à voyager, je savais que j'adorais ça et que c'était juste une de mes plus grandes passions. Maintenant, je sens que mon énergie est en train de changer pour potentiellement d'autres choses. Je sais par contre que le voyage fera toujours partie de ma vie. C'est juste que le pur nomadisme où littéralement je vis dans ma valise, peut-être que cette période-là commence un peu à s'essouffler, mais j'ai aucun regret sur le fait de l'avoir vécu et vraiment ça m'a permis de vivre et d'expérimenter tellement de choses que je suis tellement heureuse d'avoir fait que voilà, zéro regret. Je veux juste dire ça avant de dire les points négatifs, mais il y a pas mal de points négatifs aussi évidemment au fait d'être tout le temps en mouvement. Et le premier, c'est justement, on va dire, ce côté où quand on part aujourd'hui, alors tout dépend en fait comment vous partez, parce qu'il y a plein de manières de voyager. Comme je disais, il y avait l'expatriation, qui pour moi est encore, je pense, ma méthode préférée, parce que c'est là où je m'immerge le plus, et c'est là où je fais vraiment l'effort, on va dire, d'être le plus au contact aux locaux et tout ça, et ça, c'est ce que je kiffe le plus. Donc on va dire que les expatriations, et après... Le nomadisme digital, je considère que c'est plus quand même du mouvement. Donc c'est plus partir quelques mois quelque part et ensuite rechanger. Et moi, ça, je cherchais souvent les communautés pour ça, pour me sentir justement un minimum à la maison et m'ancrer un minimum. Ce qui est cool, c'est que du coup, il y a des communautés où justement on se sent hyper... on trouve enfin des personnes qui sont comme nous, qui vivent les mêmes choses que nous et tout ça. Et ça, c'est hyper cool. Par contre, moi, ce phénomène en fait où j'ai presque envie de dire, je sais pas si voilà, c'est le bon terme, mais qui fait un peu presque colonisation moderne, me dérange aussi beaucoup. Donc ça, je l'ai beaucoup vu à Bali, je l'ai beaucoup vu du coup à Lisbonne, je l'ai beaucoup vu Toulouse, mais pareil aussi. Enfin voilà, en fait beaucoup moi, ou des lieux où je suis allée, c'était ça. C'était ce côté où on importe notre mode de vie dans le pays sans vraiment faire l'effort de s'adapter, de comprendre, et moi aussi j'ai adoré, et du coup c'est dur parce qu'en même temps
c'est tellement tentant parce qu'il y a tellement d'avantages à ça, et en même temps il y a vraiment un truc qui me dérange de me dire on est dans un pays qui a tellement de culture, par exemple l'Indonésie avec Bali, et on est là tous dans nos cafés à manger des avocado toast et à boire nos smoothies et nos cafés latte et tout ça. Et ça grossit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et ça devient presque un parc d'attractions. Et Lisbonne c'est pareil, quand il y avait le Covid, littéralement au centre de Lisbonne, il n'y avait plus personne parce que Lisbonne c'est que des Airbnb, parce que c'est que des nomades, c'est que des touristes et tout ça. Et du coup, tous les locaux se retrouvent genre Gerté du centre de la ville et doivent aller aux alentours parce qu'ils peuvent plus se permettre en fait de vivre au centre de... Maintenant, il y a un peu plus de régulation à ce niveau-là, mais quand même, c'est quand même hyper flagrant qu'on vit en communauté d'expats. On vit vraiment entre nous, et je sais que c'est pas simple parce que souvent on part du coup dans plein de pays différents et on parle pas la langue. Moi je parle pas balinais ou indonésien, je parle pas non plus portugais, je connais quelques petites bases, je parlais pas allemand non plus, bon espagnol je commence à me débrouiller mais c'est quand même pas ouf, donc c'est dur en fait de vraiment s'intégrer quand on parle pas la langue. Du coup on se débrouille avec l'anglais, et du coup dans ces pays là ce qui est cool c'est que du coup tout le monde parle anglais, mais en même temps pareil, du coup on importe une langue, on importe une manière de faire et on fait pas l'effort de s'adapter. Et ça on veut dire que pour moi c'est vraiment le point principal qui me dérange et qui fait que du coup j'ai, on va dire au long terme, j'ai envie de vivre dans un pays où je sens que ça pourrait vraiment devenir ma maison, et pas où je me sens on va dire exclus ou limite où moi j'exclus justement ceux pour qui c'est vraiment leur maison à la base, et qu'il n'y a pas on va dire une séparation aussi nette. Parce qu'encore une fois, par exemple à Bali, ça devient vraiment dérangeant des fois quand on est tous là, beaucoup honnêtement de blancs privilégiés qui sont dans nos cafés, et que ce soit les Indonésiens qui nous servent, qui sont en plus tellement adorables et tellement choux et tellement gentils, mais que c'est du coup beaucoup ce rapport là, et que par contre pour connecter avec eux, devenir amis, vraiment avoir un mode de vie, en général il y en a très peu. J'ai vraiment que quelques amis qui ont fait l'effort de vraiment apprendre la langue et du coup de s'intégrer beaucoup plus et du coup de vivre, je pense, l'expérience différemment. Mais voilà, on va dire que c'est le truc principal qui me dérange, en tout cas dans ces gros hubs. Après, il y a moyen d'être digital nomade dans des coins complètement différents et paumés et beaucoup plus authentiques, et du coup là je pense que c'est vachement plus cool. Enfin, j'ai une de mes très bonnes amies qui par exemple est allée à Ho Chi Minh. Je pense que typiquement Ho Chi Minh, voilà, t'es digital nomade, mais en vrai il y en a quelques-uns d'autres, mais en vrai t'es quand même hyper dépaysé et c'est toi qui dois t'adapter, et ça c'est encore hyper cool. Mais du coup ça rejoint un peu mon deuxième point négatif, qui est que le fait alors liberté totale de ouf, et en même temps pas complètement, parce que quand t'es digital nomade, normalement ça dépend un peu de ce que tu fais, mais on va dire 80%, 90% des digital nomades ont besoin d'internet et ont besoin d'une bonne connexion. Donc par exemple ça limite déjà à tous les lieux où il va y avoir au moins ça, c'est-à-dire une bonne connexion. Par exemple, je sais que beaucoup adorent le Costa Rica, mais que le Costa Rica c'est quand même très compliqué parce que t'as plein de coins où en fait du jour au lendemain tu peux perdre internet pendant 5 jours et tu peux rien y faire en fait, parce que t'as des coupures d'électricité, parce que voilà, ou la connexion est juste pas ouf, voilà. Et il y a plein de pays qui sont comme ça. Du coup que moi personnellement j'adorerais voyager là-bas, mais je sais que par exemple je vais galérer parce que je vais pas pouvoir travailler sur internet. Et encore moi, en étant photographe, j'en ai moins besoin que par exemple tous ceux qui font des vidéos en ligne, des formations et tout ça, des webinars, voilà, c'est tout ça, il y a quand même vraiment besoin d'une bonne connexion. Sur ça, je vous conseille un site qui est hyper cool qui s'appelle Nomadlist. Je vous mettrai le nom écrit ou alors en barre d'infos. Et en fait, justement, c'est pour les digital nomades et ça note chaque pays par rapport à la connexion internet et aussi plein d'autres critères. Donc c'est là où je dis aussi c'est pas complètement limité. C'est que par exemple la sécurité pour moi ça va être hyper important, à la fois en tant que femme, mais surtout aussi parce que en tant que photographe je me balade avec beaucoup d'équipements et du coup alors évidemment ça peut arriver de partout, la preuve je me suis fait voler au Portugal, mais voilà, par exemple il y a certains pays où je sais pas, de réputation, par exemple le Brésil, si je fais beaucoup de shoots à l'extérieur avec du matos hyper cher,
c'est peut-être un peu compliqué. Donc voilà, de trouver en fait les pays qui correspondent aussi à notre activité, c'est important. Donc on est hyper libre, c'est quand même une liberté de ouf, mais pas non plus complètement, parce qu'il faut quand même trouver voilà, les endroits où on a nos points principaux qui sont là. Et par exemple, pour moi, la communauté est hyper importante. C'est pour ça que je suis partie dans des hubs aussi importants, parce que j'avais pas envie de me mettre, alors certes, dans des pays hyper dépaysants et trop cool, mais toute seule, en fait, j'avais pas trop envie. J'avais pas trop envie de vivre ça. Je pense que si j'avais été à deux, ça serait peut-être différent. Je serais peut-être partie me challenger un peu plus, mais toute seule, c'était vraiment ce que j'avais envie, c'était de rencontrer du monde, c'était justement de connecter avec d'autres entrepreneurs et tout ça. Et pour ça, par exemple, des hubs comme Bali, Tulum, Lisbonne et tout ça sont géniaux. Mais par contre, pour se dépayser plus, du coup, je conseille de partir à d'autres endroits. Le troisième point inconvénient, et je pense que c'est celui qui va peut-être revenir le plus dans la vie de digital nomade, ce sont les relations humaines. C'est-à-dire que évidemment, quand on bouge autant, surtout là, moi par exemple à mon rythme, où littéralement là ces 2 dernières années, je suis pas restée plus d'un mois presque quelque part, et ben c'est très compliqué de créer des liens, c'est très compliqué, en plus en fonction de la personnalité, plus ou moins aussi. Moi j'ai la chance d'être quand même très sociable, et maintenant aussi d'avoir l'habitude d'aller à l'encontre des autres, et du coup de rencontrer des gens très facilement. Mais c'est ça le truc, c'est que tu rencontres plein de monde. Bon alors je parle tellement qu'il y avait plus de batterie. Je sens que cette vidéo va être tellement longue pour mon retour. Écoutez les gars, je suis désolée, vous savez que j'aime parler quand même. Et ça fait longtemps que je vous ai pas vu, du coup bah forcément j'avais envie de partager, j'ai tellement de choses à partager sur le sujet si vous savez. Bref, du coup, ce que je disais, c'était que oui voilà, le truc c'est que tu rencontres plein de monde, ça c'est trop cool, et moi j'adore ça aussi, et je trouve que ça a tout à fait sa valeur aussi, et pendant une période de sa vie c'est peut-être ça qu'on a envie aussi, c'est de pouvoir rencontrer plein de monde du monde entier, qui font plein de trucs différents et tout ça, surtout quand on se lance par exemple. Enfin, moi je sais que ça m'a vachement motivée, ça m'a tellement boosté, et ça m'a vraiment donné la force on va dire de continuer aussi sur mon chemin quand j'ai rencontré tous ces entrepreneurs et tout ça. Par contre, pour maintenir les relations sur le long terme, c'est plus compliqué, forcément, parce qu'on bouge tous énormément. Moi, ceux avec qui j'ai réussi à garder le contact en général, c'est déjà plus les Français, parce qu'on a un peu ce truc où on sait, ou Suisse d'ailleurs, coucou mes amis suisses, qu'on a plus ce truc où on sait qu'on va sûrement se revoir et qu'on va pouvoir entretenir un peu plus le lien et tout ça. Des personnes que j'ai rencontrées des 4 coins du monde et que j'ai vraiment gardé contact, honnêtement il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main, parce que c'est plus compliqué en fait. Si on fait pas l'effort des deux côtés de venir se voir régulièrement et tout ça, c'est compliqué. Je sais que j'ai une très bonne copine que j'ai gardée justement de l'époque où j'étudiais à New York, enfin que j'avais fait mon stage là-bas, et que du coup qui est à Amsterdam, donc elle c'est un des exemples par exemple que j'ai gardé dans le temps. Quelques amis aussi par exemple aux États-Unis, et après évidemment il y en a beaucoup qui deviennent des amis où tu les vois très peu et t'as très peu de news, mais si un jour tu pars dans leur pays et tout ça, bah c'est quand même hyper cool, parce que du coup t'as des connexions et tu reconnectes à ce moment-là et tout. Donc franchement j'enlève vraiment pas la valeur de ça, ce que ça a, mais c'est quand même compliqué. Si c'est important pour vous d'avoir vraiment des amitiés voilà, que vous voyez régulièrement dans le temps, qui vont durer et tout ça, c'est vraiment compliqué, et que ce soit amical ou d'ailleurs amoureux. C'est assez connu pour que je pense qu'il y a beaucoup de nomades digitaux qui vous diront la vie amoureuse c'est pas la plus simple, parce que forcément à peine tu commences à rencontrer quelqu'un, et bah tu dois en fait t'as prévu de repartir dans un mois ou même dans une semaine des fois, et du coup ben c'est hyper dur de vraiment creuser ces relations et de voir où est-ce que ça peut mener. Et puis évidemment beaucoup de personnes qui deviennent nomades digitales ont cette envie de liberté, ont cette envie d'expérimenter, et tout ça sont pas forcément d'une recherche de l'amour, donc c'est pas impossible. La preuve c'est que moi j'ai eu une grande surprise justement dans cette année là, c'est que finalement bah, c'était même pas j'ai rencontré, parce que je connaissais justement mon chéri depuis 10 ans, mais que là c'est devenu plus bah, quand je l'ai revu cette année là. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, c'est assez fou. Cette histoire est quand même vraiment cool, mais ça sera pour une autre fois. Et du coup ça fonctionne quand même malgré mon mode de vie, parce que ben, justement je pense que c'était le bon moment où je suis restée assez longtemps quand même. Là j'ai quand même assez ralenti, et puis surtout j'ai trouvé une personne qui accepte complètement ça, et ça c'est quand même très cool et je pense assez rare. Donc c'est pas impossible,
Mais d'expérience, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on a besoin de temps en fait. On a besoin de temps pour connecter avec les gens, pour vraiment s'accrocher aux personnes, pour vraiment connecter profondément en fait. Parce que dans ce mode de vie, on a l'impression des fois de connecter avec plein de gens parce qu'on a tellement en commun, on est parti à l'autre bout du monde, on a décidé d'être entrepreneur, en général on a un peu les mêmes blessures pour le fait si on a fait ça c'est pour des raisons et en général ces raisons se ressemblent plus ou moins et du coup on a déjà tellement en commun que, et si en plus tu t'intéresses par exemple un peu à la spiritualité, un peu à des choses comme ça, bah du coup tu vas connecter direct, tu vas être en mode ah, putain mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans et on se kiffe trop et voilà. Et c'est génial, et en même temps c'est vrai, certaines de ces amitiés là du coup vont durer, certaines autres t'as l'impression que tu connectes de ouf et en fait vont partir aussi vite qu'elles sont venues parce que juste tu peux pas entretenir aussi 10 milliards d'amitiés, surtout en étant loin. Donc voilà, c'est un peu on va dire un des points principaux, je pense qu'il reviendra beaucoup dans beaucoup de situations de nomades qui peut être négatif, c'est de créer des liens vraiment dans le temps qui dure. Le quatrième point négatif, c'est que je dirais que en fonction de là où tu pars, c'est pas aussi peu cher qu'on croit. Surtout certaines destinations maintenant, comme encore une fois Bali, ou même voilà, le Mexique par exemple. Enfin, il y a vraiment plein d'endroits où au départ on peut se dire que c'est pas cher parce que c'était vrai il y a quelques années. Maintenant, avec le fait qu'il y a beaucoup plus de digital nomades, en plus avec la pandémie, beaucoup de personnes ont pu travailler en télétravail et tout ça, il y a encore plus de monde qui y va. Du coup, les marchés sont en train d'exploser et il y a plein d'endroits où en fait maintenant c'est quand même assez cher. C'est quand même assez cher d'être nomade. De manière générale, je pense que c'est plus cher que ce qu'on imagine parce que pareil, maintenant avec les billets d'avion, les transports et tout ça deviennent de plus en plus chers aussi, par exemple avec le prix de l'essence, du pétrole et tout ça qui augmente. C'est encore une fois, il y a plein de manières de voyager. Vous pouvez très bien faire du nomadisme pas cher du tout. À partir du moment où tu commences à voyager et travailler en même temps, t'as quand même besoin d'un certain confort, t'as quand même besoin de certaines choses que t'as pas besoin quand tu fais juste ça pour le kiff et que t'as juste envie de voyager pour toi. Et pour moi, ça c'est vraiment des voyages différents. Et du coup, en tant que nomade digital, t'as quand même des besoins de base qui ont besoin d'être remplis. Donc d'avoir ton espace en général, c'est important. Après, moi j'ai très souvent fait des colocs par contre. Et après il y a des techniques pareil, ça je pourrais peut-être vous faire une vidéo plutôt sur les conseils par exemple que je donne aux digital nomades, mais il y a des techniques aussi pour trouver par exemple des logements sur des groupes Facebook qui vont être beaucoup moins chers par exemple que sur Airbnb ou ce genre de choses. Ça je l'ai très souvent fait, surtout quand on reste un mois, c'est ça l'avantage, c'est qu'on va pouvoir payer moins cher. Donc j'aime bien dans tous mes points négatifs, il y a aussi du positif, mais bon. C'est un peu tout mélangé, au moins je vous partage vraiment tout ce qui me vient à l'esprit, mais justement le fait qu'on reste plus longtemps, des fois on va pouvoir payer moins cher parce qu'on reste un mois. Si par contre tu restes une semaine ou 2 semaines quelque part, en général c'est là où tu vas banquer de ouf et tu vas payer du coup l'Airbnb très cher, et du coup si par exemple tu fais 4 semaines d'Airbnb dans un mois dans 4 lieux différents, bah évidemment que ça va te revenir beaucoup plus cher que si tu avais un loyer fixe quelque part, tu vois, que tu avais ton appart. Donc c'est ça qui est un peu, voilà, que des fois on sous-estime un peu, c'est qu'il faut quand même un certain budget pour être nomade digital et du coup gagner assez. Donc voilà, après c'est juste, il faut le savoir et il faut s'adapter, il faut faire en sorte de gagner assez. Et après il y a plein de manières, comme je disais, de voyager beaucoup moins cher. Par contre, de partir par exemple dans des pays qui sont beaucoup moins chers. Je reprends l'exemple de ma copine qui était à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh c'est hyper pas cher. Voilà, si tu vis un peu à la locale là-bas, il y a moyen que tu aies un mode de vie de ouf pour vraiment rien du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi plein de gens qui partent en Asie, qui partent dans d'autres pays et tout ça pour vivre le mode de vie digital nomade. C'est que tu as quand même en général un mode de vie beaucoup plus luxe et trop cool pour pas cher du tout, mais je voulais juste voilà, prévenir qu'il y a quand même des coûts en plus aujourd'hui sur certaines destinations et surtout qu'on ne sait pas forcément au départ, et c'est pas aussi peu cher en tout cas que moi je l'imaginais quand tu veux vivre le truc à fond et te faire plaisir, de dire là je veux partir dans ce pays, là je veux partir dans ce pays, là je veux partir dans ce pays. Forcément les avions ça a un coût et tout le reste aussi. Le prochain point, c'est, je pense, pour moi, ce qui fait que là, j'ai peut-être un peu plus envie de ralentir, c'est le fait que ce soit très fatigant, à la fois mentalement et à la fois physiquement. Après, encore une fois, je vais être honnête, c'est que moi, ça me fait kiffer de ouf ce mode de vie, et je sais pas d'où je sors ça, mais j'ai quand même une énergie de malade. J'en suis très contente, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance, je ne sais pas, mais honnêtement j'ai quand même un réservoir d'énergie qui impressionne beaucoup de monde autour de moi, donc je préfère dire aussi que c'est
une question de personnalité quand même, et vu que ça me nourrit énormément et que je suis, enfin voilà, que j'ai toujours rêvé de vivre ça et que maintenant que je le vis, je suis dedans et tout ça, bah, j'ai encore cette énergie de genre trop contente, même si ça fait 10 ans que je bouge, je suis encore trop contente, et du coup ça me donne l'énergie de continuer à bouger et tout ça. Après ces 2 dernières années, j'ai quand même bougé vraiment extrêmement vite, en faisant un tour de France où littéralement je bougeais tous les 2-3 jours, je changeais de lieu, voire tous les jours. Après je faisais 1 semaine ici, 2 semaines là, 3 semaines là. Là ça fait 2 ans où honnêtement c'est plus une question de bouger chaque semaine plutôt que bouger tous les 2-3 mois. Et ça m'allait quand même beaucoup mieux de faire du slow nomadisme, en partant on va dire 3-4 mois quelque part et en pouvant m'imprégner. C'était vraiment ma manière de voyager préférée. Là on va dire que c'est plus pour le travail que du coup j'ai un peu accéléré, parce que aussi j'adore changer d'environnement, plus pour le côté pour le coup esthétique, photo et tout ça, mais par contre en termes de fatigue, je sens que clairement ça pèse un peu et que j'ai encore plus du coup besoin de mon confort et besoin de trouver des lieux où je me sens bien, et tout ça, parce que de dormir, voilà, je l'ai fait pendant longtemps, de dormir sur les canapés, des amis, de faire voilà que on va dire des lieux pas très où on se sent pas vraiment complètement chez soi. C'est en même temps hyper cool et en même temps, ça pareil, c'est fatigant parce que en même temps t'as envie aussi de profiter de tes amis, d'être sociable et tout ça, et en même temps t'as besoin de te reposer déjà de ta journée de travail et tout. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans. Mais évidemment aussi tous les changements de climat, de passer de voilà, climat sec européen froid à climat balinais hyper humide, super chaud, à climat californien super sec, super chaud, à genre de Nouveau-Mexique hyper humide. Enfin voilà, évidemment sur le corps au fur et à mesure du temps, des années, ça se sent quand même. Évidemment il y a aussi le corps s'habitue au fur et à mesure. Je veux dire, mes intestins ils ont un peu lâché à force, hein, ils sont un peu en mode bon meuf, on a compris, c'est bon, fais ce que tu veux. Donc voilà. Et puis par exemple il y a certains pays où j'arrive pas à être bien justement au niveau de mon estomac et tout ça, parce que au niveau de la nourriture ça change trop et j'ai pas le temps de m'adapter avant que je repars, parce qu'il y a changement de nourriture aussi, enfin changement même de pollution, d'air. Il y a vraiment tellement de changements pour le corps, c'est quand même assez brutal. Moi honnêtement je pense que justement je suis très contente d'avoir fait ça jeune, parce que je pense que du coup mon corps a pu le gérer. Je peux comprendre qu'à partir d'un certain âge et à partir de peut-être voilà, ou pour certaines personnes qui ont des problèmes et tout ça, c'est peut-être un peu plus challengeant. Donc c'est un des points pour moi qui est le plus challengeant, et aussi le fait que justement en bougeant autant, eh ben on a moins de temps pour soi. Enfin voilà, je prends beaucoup moins le temps de prendre soin de moi, de faire, je sais pas, si par exemple t'as ta petite routine quand t'es chez toi où tu fais tous les dimanches ton petit masque, ton masque pour les cheveux, de machin. Vu que je suis tout le temps en mouvement en fait et que je dois tout le temps m'adapter à un nouveau lieu, voilà, trouver les nouveaux bons restos, trouver les nouveaux trucs, ben en fait maintenant j'ai plus le temps de prendre soin de moi et de faire des choses qui me font du bien. Surtout en étant aussi speed en ce moment, c'était pas la même encore une fois quand c'était plus lent, et du coup ma solution c'est un peu de revenir aux mêmes endroits. C'est que maintenant je continue à être hyper nomade, mais par contre je reviens très souvent à Lisbonne, je reviens très souvent maintenant en Californie pour d'autres raisons aussi, je passe très souvent en Suisse, à Paris, voilà, les lieux maintenant je commence à tourner dans les hubs que je connais, parce que même si j'ai envie évidemment de continuer à découvrir d'autres endroits, j'ai quand même au moins ce confort de pas aussi prendre trop le temps d'aller chercher tous les bons restos, comme je disais, découvrir où est-ce que je fais ma lessive, comment me déplacer, enfin voilà, il y a tellement de choses à gérer en fait quand on arrive à un nouvel endroit. Donc c'est un peu ma solution pour l'instant, mais je dirais que c'est ça le principal, et aussi le fait que du coup, vu que tout ça prend genre énormément de temps, et c'est ce temps, comme je disais, on l'a pas pour soi, et on l'a pas aussi par exemple pour son activité et tout ça, et des fois le temps que je passe dans les avions, dans les transports et tout ça, j'aurais envie de le mettre un peu plus dans mon activité qui me passionne plus pour la développer autrement et tout ça. Donc voilà, c'est encore une fois un des inconvénients qui potentiellement avec le temps il faut trouver un équilibre pour continuer à quand même prendre soin de ça et prendre soin de sa santé, parce que c'est quand même le plus important. Et nous en sommes à l'avant-dernier point, il me semble, et qui est arriver à gérer la distance avec les proches et la famille, et ça c'est pas simple. C'est pas simple. Après, comme je disais, dans les points positifs, c'est que moi je les vois moins souvent, mais quand je les vois, c'est vraiment du temps de qualité. Il n'empêche que forcément je les vois moins souvent.
que si j'étais en France et que si je pouvais venir et que j'avais que 2-3 heures de voiture. Ça devient encore plus compliqué maintenant que je suis tati. Je vous jure, ma nièce elle est tellement chou en plus. Mais du coup, vous devez le savoir si vous avez des enfants dans votre entourage, les enfants ça grandit tellement vite et ça fait encore plus prendre conscience que voilà, je pars pendant des mois et que du coup quand je la revois, d'un coup elle est passée de bébé à genre je marche et je parle et tu te dis mais c'est passé quoi. Donc ça je sais que ça va être de plus en plus dur avec le temps. Surtout avec mon entourage qui va sûrement avoir de plus en plus de bébés. C'est le truc frustrant et aussi évidemment juste de manière générale d'être loin. Donc après je trouve mon équilibre en rentrant le plus souvent possible, en les faisant venir à moi quand c'est possible aussi. Et évidemment en gardant contact aussi avec messages vocaux, avec par exemple ma famille, on s'appelle toutes les semaines en FaceTime et tout ça, pour vraiment avoir toujours ce contact régulier ensemble et tout. Mais c'est pas, voilà, c'est pas simple. Vraiment, par contre, je suis tellement heureuse d'avoir gardé contact avec mes amis proches que je connais maintenant depuis le collège, voire même certaines la maternelle, le lycée et tout ça, parce que elles ont été vraiment des piliers dans ma vie. Donc je suis vraiment contente d'avoir entretenu ces relations, même avec la distance pendant toutes ces années. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas simple parce que je les vois pas très souvent. Mais on apprend à gérer ça. Et pour moi, ça fait tellement partie de moi de voyager et de vivre à l'étranger. J'ai toujours su, enfin ça fait des années que je sais que je vivrai pas, que je m'installerai pas en France. Donc j'ai accepté ça et je sais que je trouverai toujours mon équilibre. Enfin en tout cas, je ferai de mon mieux pour trouver mon équilibre là-dedans. Surtout le jour où j'aurai une famille et tout ça. Et finalement, le dernier point. Le dernier point négatif, c'est on va dire tout ce qui va être encore une fois plus lié aux investissements. Donc le fait que en fait tout ce qui va concerner les investissements long terme, c'est plus compliqué quand on est nomade parce que on n'a pas d'adresse en général, parce que vu qu'on n'est pas fixe, voilà, on n'a pas de... En fait, toutes les choses classiques on va dire d'une vie de la plupart des gens, d'investir dans une maison, de faire tous ces projets long terme, en général, on les fait moins. Encore une fois, pas tout le monde, parce que j'en connais certains qui ont investi dans l'immobilier, qui ont justement, ça fait partie aussi de leurs revenus et tout ça. Donc il y a plein de manières de faire. Mais ça peut poser un petit peu plus de problème pour se projeter parce que forcément on est en mouvement tout le temps et du coup certaines choses sont pas nos priorités. Je pense que c'était aussi beaucoup lié à ça, c'est quand on a envie de vivre ce mode de vie là, on a plus envie au contraire de tout faire péter et de dire vas-y je vis un peu au jour le jour et on verra pour la suite. Mais du coup on pense pas forcément à l'avenir, même genre retraite et tout ça. Enfin moi c'est des trucs que je ne suis pas du tout penchée dessus pour l'instant et je vais commencer à m'y intéresser maintenant parce que je sais que c'est quand même important de prévoir certaines de ces choses là. J'ai envie de me sentir quand même safe et c'était pas ma priorité pendant toutes ces dernières années. Ces dernières années c'était vraiment expérience à fond, c'était vivre plein de choses, rencontrer plein de monde et là je commence à avoir envie un peu plus de construire. Je suis en train de changer un petit peu d'énergie, ce qui je pense est normal, c'est la trentaine qui arrive. On n'y est pas encore quand même, on se calme. Donc voilà les amis, je n'ai absolument plus de salive. Je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo et de vous avoir partagé tout ça. J'ai beaucoup blablaté, donc vraiment, si vous êtes encore là, j'ai envie de dire, vas-y on dit quoi comme mot? Mettez le mot choc à pic. Oui, j'ai acheté des chocs à pic, mais du coup si vous m'avez suivi jusque là, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, mettez en commentaire choc à pic, parce que comme ça je verrai les vrais, je verrai qui m'a écouté jusqu'au bout, parce que franchement bravo à vous. Et puis trop heureuse de vous retrouver, j'adore partager, j'adore, et en plus c'est con parce qu'en fait je faisais vachement plus de vidéos il y a genre 2-3 ans, en vrai j'avais déjà pas mal de choses à partager, mais là j'en ai encore 1000 fois plus parce que j'ai tellement vécu de trucs cette dernière année, et là maintenant j'ai le mode de vie dont j'ai toujours rêvé, il s'est passé plein de choses et tout ça, donc j'ai vraiment envie de me remettre un peu plus dans le flow. Je vais pas vous promettre une vidéo par semaine ou quoi que ce soit parce que pour l'instant je sais que c'est pas réaliste. Tout ce que je fais à côté me prend énormément de temps et j'adore, donc pour l'instant c'est pas complètement ma priorité, mais j'ai envie de faire beaucoup plus de contenu, donc aidez-moi, donnez-moi des idées, n'hésitez pas à me dire justement ce qui vous plairait, sur quoi vous avez envie que je fasse des vidéos. J'essaierai de vous refaire aussi un peu des vlogs, des vidéos un peu plus animées, parce que je sais que ces vidéos face à face, au bout d'un moment t'es un peu genre en mode bon, est-ce que ça bouge quoi. Donc bon après vous pouvez m'écouter un peu en podcast,
ça fonctionne. T'as fait quoi toi pendant que je t'attends de te parler? Dis-moi aussi en commentaire. Et aussi, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce que je vous ai dit au début, c'est si vous avez des questions, justement, posez-les-moi en commentaire sur ce mode de vie et je répondrai sur une vidéo plus FAQ pour répondre à toutes les choses peut-être dont je n'ai pas parlé ou pour étendre certains points. Voilà, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, que peut-être ça vous aura inspiré à devenir digital nomade vous aussi, ou au contraire, ça vous aura fait dit en mode genre c'est pas pour moi. Je répète, expérimentez pour vous, faites-vous votre propre opinion, il n'y a rien de mieux, peut-être que c'est pas pour vous, mais en fait pour le savoir vraiment dans votre corps, dans votre cœur, il faut le faire pour le savoir, même si c'est pas tout de suite justement parce que c'est pas non plus magique, hein, on devient pas digital nomade, on trouve pas du travail en ligne et on devient pas entrepreneur du jour au lendemain, mais au moins expérimentez déjà un peu comme vous le pouvez ce mode de vie là pour voir si ça vous plairait, et si ça vous plaît, foncez, 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 parce que vraiment vous le regretterez pas. Moi ça m'a pris des années à réussir à justement avoir ce que j'ai aujourd'hui, mais j'en suis plus qu'heureuse, et maintenant que je l'ai expérimenté à fond, et que voilà, j'ai vécu, je pense, ce que j'avais à vivre en termes de vraiment nomade ultra intense, j'ai plus envie de ralentir, j'ai envie d'avoir un équilibre en fait et d'avoir potentiellement mon chez moi pour la première fois. Vous imaginez, je n'ai jamais genre été propriétaire de quoi que ce soit, de meubles, de choses plus grosses que en fait des vêtements, donc pour moi ce sera incroyable de commencer à vivre cette expérience maintenant, d'avoir mon propre chez moi et d'avoir mes propres meubles et tout ça, c'est un truc de ouf. Donc maintenant je commence à avoir envie de ça, à avoir envie d'un nid, mais je sais que j'ai encore ce feu de continuer à vivre évidemment ça, et en plus en faisant le travail que je fais, bah évidemment c'est un kiff énorme, donc j'ai vraiment envie de aussi continuer à voyager à côté, mais voilà, trouver un équilibre entre les deux. Ce qui est pas simple, et ça c'était aussi un peu dans les points négatifs, c'est que bah du coup des fois c'est dur de mêler les deux, parce que bah, des fois ça se justifie pas en fait de payer un loyer ou de payer quoi que ce soit en fait d'un lieu fixe alors qu'on est en constant mouvement. Si on n'y passe pas plus de quelques mois par an, c'est dur en fait de se dire que tu as envie, même si tu gagnes assez d'argent pour le faire, c'est quand même dur de se motiver à le faire. Mais je pense qu'au bout d'un moment c'est quand même important pour moi, ma santé mentale, d'avoir ma maison. Donc je pense que là voilà, je commence à être fatiguée de faire mes affaires, repartir, en fait juste de faire ma valise, parce que je pense que c'est aussi naturel de vouloir s'ancrer et d'avoir sa maison. En tout cas, comme je disais, pour moi, malgré tous les points négatifs, ça valait complètement le coup, surtout à partir du moment où j'ai commencé à faire quelque chose que j'aimais en même temps. Donc c'est surtout ça aussi que je vous conseille de poursuivre, c'est de poursuivre d'abord en fait une activité qui vous épanouit et ensuite intégrer le mode de vie nomade à ça, parce que je pense que à voir, ça dépend des gens en vrai, mais vous pouvez peut-être faire une activité qui vous plaît pas trop et le fait que vous êtes nomade va vous suffire et va vous faire kiffer. Moi j'avais besoin des deux, donc voilà, en tout cas trouvez pour vous ce qui est le plus important, mais sachez que vous pouvez aussi vous créer un peu votre propre prison si vous faites un taf que vous aimez pas du tout juste pour être nomade. Je pense que avant tout il faut d'abord vous épanouir dans ce que vous faites et trouver votre sens là-dedans, et ensuite intégrer le mode de vie nomade à ça. Donc en tout cas moi c'est mon expérience. Voilà les amis, j'arrête de parler, promis, c'est bon, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris plein de trucs, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube, sur Instagram. Pour les gens de YouTube, merci d'être encore là. Si vous revenez, vraiment je vous kiffe, et n'hésitez pas à venir sur Instagram parce que je poste un peu plus régulièrement là-bas. Je suis toujours pas très régulière, mais un peu plus qu'ici, donc ça me ferait trop plaisir de vous voir là-bas. Tout est en lien dans la description comme d'habitude. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et à tout bientôt. Ciao!